Alors bonjour, je suis Manon Parisien, je suis chef de service à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Nous sommes des fiers partenaires du CRIR. Je voulais simplement prendre une minute pour vous souhaiter la bienvenue puis vous partager combien je me réjouis de vous savoir de différents secteurs de toutes les régions du Québec aujourd'hui mobilisées pour le développement de meilleures pratiques, là, des pratiques mieux adaptées pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors merci d'être là aujourd'hui. Laurence, je te cède la parole. Excellent. Merci beaucoup, Manon. On m'entend bien? Manon, tu peux me faire un petit signe? Excellent, super. Donc, bonjour tout le monde. Très contente d'être ici. Je serai votre animatrice pour le webinaire. Mon nom est Laurence Roy. Je suis professeure agrégée à l'École de l'adaptation de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là pour animer un webinaire qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une présentation qui est organisée par l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, l'IURDPM, et l'un des partenaires du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, le CRIR, en collaboration avec le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, le CREMIS, dont je suis membre. Alors, moi, je suis chercheur autour de questions d'itinérance, d'inégalité sociale et de santé. Et c'est avec plaisir, dans les dernières années, que j'ai rencontré les deux présentatrices d'aujourd'hui, Carolina Bottary et Dominique Bernier. Carolina est professeure titulaire en ergothérapie à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse à l'IURDPM. Dominique Bernier est professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir une expertise et un éclairage complémentaire sur la thématique qu'on aborde aujourd'hui, la violence conjugale et le TCC, vers un écosystème de soutien intégré pour les femmes. Je serai responsable de l'animation du clavardage aujourd'hui et donc soyez très à l'aise de mettre des questions, des commentaires, des réactions face à ce qu'on présente. Je vais avoir quelques questions pour vous que je vais partager dans la zone de clavardage. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans la section questions et réponses. Donc, je vais animer les deux à la hauteur de mes capacités. D'emblée, les deux questions les plus fréquemment posées, est-ce que la présentation sera enregistrée et en rediffusion? Oui, donc vous pourrez partager la présentation pour des collègues qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Est-ce que les diapos seront accessibles? En fait, on va vous envoyer un courriel à la fin de la présentation, à la fois pour obtenir votre rétroaction sur le webinaire et également pour partager des informations pertinentes au projet, mais ça ne comprendra pas les diapos qui sont présentés aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de mon petit mot d'accueil et je vais immédiatement me mettre dans mon rôle d'animatrice du clavardage. Laissez la parole à Carolina. Bon webinaire. Et Carolina, ton micro est fermé. Excuse, on va laisser la parole à Dominique pour Ah, commencer. salut Dominique. Bonjour, j'arrive tout juste, j'étais dans les coulisses du webinaire, donc j'espère que je répéterai pas des choses que Laurence vous a dites. J'ai manqué quelques petites secondes, mais donc on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la mise en place d'un écosystème de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC. Karina, tu peux changer la diapo. Pour commencer, l'Institut universitaire de réadaptation en déficience physique de Montréal se situe spécifiquement à Ganyene-Gehaga, Montréal, territoire non cédé habité par les Ganyene-Gehaga et Anishinaabe, lieu qui fut et demeure une place d'échange et de rencontre pour les diverses communautés. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, nous rendons hommage aux premiers peuples de ces lieux. Nous tenons à reconnaître les impacts du colonialisme sur les membres de la communauté autochtone, que ce soit dans le passé ou le présent. Nous sommes dédiés à nous instruire sur ces impacts et à agir en tant qu'alliés des personnes autochtones qui sont affectées par la violence conjugale. Évidemment, c'est important de commencer cette présentation par un avertissement relatif au contenu sensible. Nous parlerons évidemment de violence conjugale. Nous aborderons le tout de façon un peu plus analytique, un peu plus éloignée, sans entrer dans des expériences directes, mais c'est important de rappeler que le sujet, évidemment, comporte certains niveaux de violence et peut faire réagir.
Maintenant, l'équipe de recherche qui présente, qui est derrière, en partie devant vous, en partie dans les coulisses présentement de ce webinaire. Donc, Carolina Bottary de l'Université de Montréal, moi de l'UQAM, Marie-Marc Cousineau de l'Université de Montréal, Laurence Roy de l'Université de Montréal et Aïfa Ben-Miloud qui est coordonnatrice du volet intervention et recherche de l'Alliance des maisons d'hébergement MH2. Donc, les objectifs de l'activité aujourd'hui, pour certaines personnes qui sont parmi nous, c'est pas la première fois qu'on vous rencontre, on vous a déjà rencontré à d'autres moments. C'est la suite de certaines activités précédentes. Il y a d'autres personnes qu'on rencontre pour la première fois. Mais l'objectif vraiment aujourd'hui est de vous présenter la feuille de route d'un nouvel écosystème de soutien intégré pour les femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC, élaboré à partir de perspectives croisées. Donc, quand je vous disais que si vous n'êtes pas les premières fois qu'on vous rencontre, c'est qu'on vous a peut-être rencontré dans ces perspectives croisées qu'on vous expliquera un peu plus tard, en droit, en violence conjugale, en santé et réadaptation, ainsi que les expériences vécues. Donc, l'idée, entre autres, de notre courte présentation ce midi, c'est de comprendre comment cette initiative pourrait transformer leur accès aux services et s'inscrire dans les politiques gouvernementales pour améliorer l'accessibilité aux services de santé et de soutien pour les victimes de violences conjugales et explorer comment participer à ce changement social et soutenir cette population vulnérable. Là, c'est un appel un peu à tout le monde qui est présent dans le webinaire qu'on fera à la fin parce que plusieurs personnes parmi vous pourront nourrir ou participer à cette réflexion sur l'écosystème de soutien intégré. Je laisse maintenant la parole à Carolina. Merci. Alors, bonjour. Donc, c'est ça, on va juste parler un peu du traumatisme crânien en lien avec la violence conjugale, de quoi on parle. Donc, une femme sur 3 dans le monde subira de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Et au Canada, il y aurait parmi les femmes victimes de violence conjugale 42% qui subissent des blessures physiques, donc le plus souvent à la tête et au cou. Et ces femmes présentent un risque élevé d'avoir subi un traumatisme crânio-cérébral non diagnostiqué ni traité, ce qui limite l'accès aux soins essentiels. Donc, quand on dit non traité et non diagnostiqué, selon les statistiques qu'on a pu retrouver, il y aurait seulement 21% des femmes qui ont subi une lésion cérébrale dans un contexte de violence conjugale qui consulteraient les services médicaux au moment de leur blessure. Donc, c'est un très faible pourcentage. Et de plus, ce qui est important à savoir, c'est 88% des femmes, encore selon diverses études, suivies pour une lésion cérébrale causée par la violence conjugale, déclarent avoir subi plus d'une lésion cérébrale. Donc, souvent, les femmes ne quittent pas immédiatement un agresseur, restent, et plusieurs vont nous rapporter avoir subi vraiment plusieurs lésions ou coups à la tête au courant de leur vie. Pourquoi est-ce que les femmes décident de ne pas chercher d'aide médicale? Donc, selon les informations qu'on a pu repérer, ici on en nomme 2, mais on pense qu'il y en a vraiment encore beaucoup plus que ça. Une peur d'être jugée, possiblement la honte, la culpabilité, l'impuissance, choisissent la sécurité au détriment de leur santé, sécurité d'eux-mêmes, sécurité de leurs enfants. Et on a aussi entendu comme différents scénarios où l'agresseur peut prendre les clés de la voiture, ne pas leur donner la chance d'utiliser la voiture pour se rendre ou qui sont incapables de se rendre à l'hôpital si nécessaire. Donc, ici, c'est vraiment juste donner un tout petit aperçu là, des impacts que peuvent avoir les femmes qui ont un lien là, avec la violence conjugale. Je vais prendre le temps de les lire. Donc, on peut voir que les femmes peuvent avoir de la difficulté à se souvenir des dates importantes, des événements, des rendez-vous, des tâches ou de l'endroit où vous avez rangé certaines choses, qui fait en sorte qu'ils peuvent être perçus par le réseau de la santé comme non intéressés, non collaborantes s'ils ne se présentent pas au rendez-vous. Difficulté à dormir ou à vous sentir reposé après avoir dormi. Difficulté à vous concentrer sur les conversations ou les tâches à accomplir. Vous sentir étrangère à vous-même, très émotive, irritable ou simplement pas bien. Et une particulièrement importante, difficulté à raconter votre histoire à la police, aux médecins ou aux avocats. C'est sûr que si la personne elle a vraiment eu une perte de conscience, est désorientée, confuse, l'histoire va être décousue, pourrait être aussi plein de trous dans l'histoire.
Dominique? Oui, donc on va faire un petit retour en arrière une fois qu'on a fait cette présentation générale. Je tiens juste à ajouter une petite chose, là, notre projet n'a pas pour but de nier ou diminuer les impacts de toutes les formes de violence psychologique ou de contrôle coercitif, qui sont des enjeux aussi bien actuels là, de la violence conjugale, mais de donner, par exemple, une nouvelle dimension à certaines formes de violence physique qui sont pour nous insuffisamment documentés. Puis, donc, on continuera à en parler là, dans le cadre dans les prochaines minutes. Mais donc, tout ça a mené à une prise de conscience du milieu communautaire, des risques encourus par les victimes de violences conjugales, d'avoir subi des traumatismes crânio-cérébraux, mais surtout une prise de conscience de tous ces effets qui sont mal documentés, sous-documentés, et qui pourraient pourtant améliorer ben, le parcours de la femme dans les services socio-judiciaires, dans les services communautaires, dans le service de santé. Donc, euh, donc, pour documenter ces défis et failles du système, en janvier 2023, on a organisé un World Café dans le cadre d'un projet financé par le service aux collectivités de l'UQAM et MITAX, organisé par le service aux collectivités de l'UQAM et financé par MITAX, pardon. Et donc, on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues discuter de quels sont les défis et les failles du système au Québec dans la trajectoire des femmes qui sont à risque d'avoir un TCC et qui ont subi de la violence conjugale. On a publié un premier rapport en collaboration avec l'Alliance des MH2 qui faisait un bilan là, de cette journée de rencontre. Donc, les défis qui ont été documentés sont ben, la méconnaissance du système, des systèmes judiciaires, des systèmes de première ligne, du système de santé. Donc, chaque intervenant connaissait bien son terrain de jeu, son système, mais une méconnaissance des autres systèmes qui pouvaient être mobilisés dans de telles circonstances, des outils limités ou absents, pas d'accompagnement à long terme en santé particulièrement, pas nécessairement de temps suffisant accordé par les médecins lors d'une rencontre, des mécanismes de repérage absents parce qu'il n'y a pas de lésion physique ou parce qu'il n'y a pas de questions systématiques qui sont posées, des comorbidités. Puis dans le cas de la violence conjugale, on parlait beaucoup de comorbidité avec le syndrome du choc post-traumatique, pardon. Donc, le fait que certains symptômes se ressemblent rend les différentes étapes de diagnostic plus difficiles, un accès limité aux professionnels de la santé et les impacts des TCC légers qui sont généralement minimisés. Et il faut rappeler que tout ça s'inscrit dans une période importante où le gouvernement a revu sa stratégie gouvernementale et a publié le rapport Rebâtir la confiance qui souligne l'urgence de mettre en place des services intégrés et accessibles parmi les ensembles des acteurs clés œuvrant auprès des victimes de violences conjugales. L'intégration de ces services-là, on en a entendu un peu plus parler pour les services judiciaires. Mais ce n'est pas, la recommandation ne porte pas que sur les services judiciaires, mais bien sur l'ensemble, l'intégration des services communautaires, de la santé et socio-judiciaire. Juste avant de laisser la parole à Carolina qui va vous présenter maintenant la feuille de route que nous avons élaborée avec certaines personnes parmi vous et dans les derniers mois. On tenait à souligner, par exemple, qu'il y a toutes sortes de choses qui ont bougé là, dans les derniers mois sur ce sujet. Par exemple, une initiative prometteuse qui est le projet pilote sur les étranglements en contexte de violence conjugale par le SPVM donc qui a mis en place un programme pour encourager les personnes policières à mieux comprendre les conséquences de l'étranglement, le potentiel de TCC lié aux étranglements, mais aussi sur comment intervenir directement dans ces situations-là. Donc, ce genre d'initiative prometteuse-là est un exemple là, de début d'intégration des services et on tenait à le souligner avant de poursuivre avec la feuille de route. Super. Peut-être j'ajouterais juste au dernier commentaire
de Dominique par rapport à ce projet-là du SPVM, ce qu'on trouve super intéressant, c'est que les commandantes et les intervenants de ce projet-là ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation à l'étranglement et indirectement au traumatisme crânien. Donc, il y a vraiment toute une mobilisation là, qui est en train de se mettre en place pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on aide l'étranglement. Juste rapidement, on parle d'hypoxie et d'anoxie, c'est pas la même chose qu'un traumatisme crânien. Et une des questions qu'on va vouloir aborder dans notre écosystème, c'est qui va soigner ces femmes-là où ce n'est pas un traumatisme crânien. C'est autre chose, mais aussi dans un contexte de violence. Donc ça, c'est des conversations là, qu'on a commencé à avoir. Donc, on a eu récemment le financement, un autre financement de la part de Société Inclusive et la Fondation Azrieli pour organiser une journée d'échange croisé. Donc, les responsables étaient encore moi, Dominique et Aïfa là, de l'Alliance MH2. Et nos collègues, donc Laurence Roy, Marie-Marthe Cousineau et nos responsables de recherche, donc Anna et Sophie. À ça, on a invité un comité d'orientation pour essentiellement commencer à qu'on puisse se nourrir entre nous pour préparer cette journée d'échange-là. Donc, je tiens à vous les présenter. Donc, Geneviève Léveillé, qui est coordonnatrice professionnelle au programme TCC de l'Institut de réadaptation Gingras-Dendy de Montréal. Michel Aboussali, qui est chef du programme de neurotraumatologie adulte au Centre de santé McGill, l'hôpital général de Montréal. Constance Lorrain, qui est criminologue et spécialiste clinique senior en violence conjugale et post-séparation chez Juripop. Anouk Saint-Onge, qui est commandante du SPVM au sein de la section spécialisée en violence conjugale. Bianca Larochelle, directrice adjointe provinciale à la direction de la protection de la jeunesse du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Annie Courteau, criminologue et conseillère clinique en matière de violence conjugale au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et Marie-Pierre Arnaud, qui est criminologue et experte de vécu. Je tiens à dire que c'était pour moi et pour la plupart d'entre nous la première fois qu'on collaborait avec une équipe aussi intersectorielle que celle-là. Ça a été, on a eu la chance d'avoir des conversations qui nous ont tous, je pense, vraiment stimulés. On a commencé tout doucement à connaître les services offerts par tous ces différents services-là et à commencer à apprendre et à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait travailler plus ensemble. Donc, pour préparer la journée d'échange et la réaliser et en venir à la feuille de route qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce comité d'orientation-là, avec notre équipe de recherche, on a eu 5 rencontres en ligne. La journée d'échange a eu lieu le 6 novembre sous un format de World Café. Et il y avait à l'intérieur des ateliers pour identifier là, les pistes d'action, pour essayer d'aller chercher un consensus sur comment est-ce qu'on commence à aborder cette problématique-là ensemble pour qu'on puisse vraiment construire sur l'expertise de tout le monde. Suite à cette journée-là, on a fait 3 consultations en ligne. Donc, on envoyait différents résultats au niveau des pistes d'action et on demandait à tous les participants de nous aider à prioriser là, les actions selon principalement la faisabilité et l'urgence d'agir sur ce qui avait été nommé lors des ateliers du World Café. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la feuille de route. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu des personnes qui vont avoir contribué à la conception de cette feuille de route-là. Donc, il y a 60 personnes qui étaient en présentiel à l'IRGLM pour échanger, discuter, réfléchir. Donc, 28% des participants étaient du réseau de la santé. On avait 5% qui étaient des femmes ayant subi un TCC dans un contexte de violence conjugale ou non. On avait des chercheurs avec expertise en TCC et ou en violence conjugale, des avocates spécialisées en violence conjugale, des représentantes de fondations, d'organismes d'indemnisation comme l'IVAC et membres de l'unité spécialisée en violence conjugale du SPVM, donc 20% qui étaient du milieu plus socio-judiciaire légal
Et ensuite, on avait 34% de nos participantes qui étaient du milieu communautaire, donc des intervenantes et directrices d'organismes communautaires venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Ce que je tiens à dire avant de présenter notre feuille de route et les résultats, c'est qu'on est très, très, très consciente que c'est un début, ce qu'on vous présente. C'est un début de réflexion. On souhaite travailler, co-construire, mais vraiment à petits pas. On s'est dit, il faut qu'on commence en quelque part. On ne voudrait pas que personne pense qu'on a omis volontairement qui que ce soit. C'est juste qu'on a commencé tout doucement et on va pouvoir continuer parce qu'on a eu d'autres financements qu'on va vous présenter. Et l'idée, c'est que vous nous aidiez tous à continuer à identifier les angles morts, les morceaux qu'on n'a pas encore nommés, identifiés pour qu'on continue à se développer, construire là, une feuille de route là, qui va vraiment nous aider à changer la réalité pour les femmes. Donc, juste vous donner une petite idée là, de la façon qu'on a fonctionné pour cette collecte de données-là. On demandait à tous les participants, participantes qui étaient présents de nous écrire des pistes d'action qui, pour eux, étaient importants pour qu'on commence à offrir des services aux femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC. Donc, des femmes qui ont subi des coups à la tête, où il y a eu une perte de conscience avec une période suite à ça où la personne pouvait être un peu désorientée, peut-être un peu confuse. Donc, on a parlé beaucoup de formation, de sensibilisation, de regarder la mise en place de trajectoires, de regarder ce qu'on pourrait mettre en place directement dans les maisons d'hébergement et d'améliorer les collaborations. On a parlé aussi au niveau de former la magistrature et les membres de la communauté juridique par rapport à la possibilité qu'il y a eu un TCC, les séquelles d'un TCC sur la femme, de centres intégrés de services, d'intégrer des services de dépistage sur la violence conjugale dans les milieux de la santé. Donc, il y a eu beaucoup de ces petits collants où qu'on a regardé en détail, fait une analyse et on a regroupé tout ça en 5 grands domaines qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, ce qui est ressorti on va avoir soumis à l'ensemble des participants pour avoir leur feedback par la suite, c'est qu'il y avait un grand besoin, ça c'était vraiment la chose numéro 1 qui nous a été nommée, c'est qu'il faut former, il faut sensibiliser sur le risque d'avoir subi un traumatisme crânio-cérébral en contexte de violence conjugale. Je pense que tout le monde a été un peu estomaqué de voir l'incidence, le haut taux d'incidence chez les femmes et le fait qu'on est vraiment, qui ne consulte pas au niveau du réseau de la santé ou très peu consulte. Donc, c'est vécu en silence et un peu loin du réseau de la santé. Donc, cette formation, cette sensibilisation, tant pour les femmes que les intervenantes, que tous les acteurs du réseau de la santé, on nous a beaucoup nommé qu'on aurait besoin de mettre en place un continuum d'accompagnement pour assurer la sécurité des femmes à risque d'avoir subi un traumatisme crânio-cérébral. Donc, il y a des enjeux qui sont particuliers au traumatisme crânio-cérébral et on pense que ou ce qui a été proposé, c'est qu'on aurait besoin d'améliorer un peu cette connaissance-là des enjeux du traumatisme crânio-cérébral pour aider à la sécurité des femmes. On a parlé de services intégrés désignés pour les femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un traumatisme crânio-cérébral. On va regarder dans 2 secondes un peu plus en détail ce qui a été nommé et priorisé pour ce domaine-là. On a nommé le besoin d'adapter les maisons d'hébergement pour prendre en compte les symptômes du TCC et la bonification des connaissances en recherche. Clairement que ce domaine-là allait être présent parce que c'est un projet de recherche et on doit continuer à apprendre et à développer des connaissances. Donc ici, je vous présente un peu notre première ébauche de cette feuille de route qu'on va continuer à travailler. Donc, nos 5 domaines que je viens de vous présenter sont placés à gauche dans la colonne. Et ce qu'on a travaillé avec les participants via les sondages, c'était justement d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est plus urgent, donc plus court terme, moyen terme, long terme. Je tiens à préciser
d'emblée que le long terme ne veut pas dire qu'on ne devrait pas y toucher avant quelques années, c'est qu'on devrait commencer à y toucher probablement tout de suite, mais on pense qu'il va falloir qu'on se donne un peu de temps pour arriver à atteindre les cibles qui ont été nommées et placées plus à long terme. Donc, le code à retenir dans ce que je vais vous présenter, donc dans la faisabilité qu'on a demandé à nos participants de se prononcer, élevé est écrit en gras, intermédiaire, un script normal et faible, un script en italique. Donc, pour le court terme, il y a beaucoup d'actions à court terme qui ont été nommées. Ce qui est en gras, je vous rappelle que c'est faisabilité élevée. Donc, on pense ou les participants pensent qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait déjà commencer. Donc, la formation des intervenants des différents milieux TCC en contexte de violence conjugale et des outils pour les femmes victimes de violence conjugale à risque d'avoir subi un TCC et les intervenantes de différents milieux. Par rapport au continuum d'accompagnement, on a parlé d'environnement sécuritaire au sein des différents services. Ici, la faisabilité intermédiaire, donc on pense qu'il y a un peu plus encore on va avoir besoin de continuer à réfléchir à c'est quoi un environnement sécuritaire, dans quel service est-ce qu'on pense qu'on devrait élaborer cette réflexion-là. Des services d'accompagnement pour les femmes, donc les femmes qui ne savent pas nécessairement où aller chercher de l'aide. Donc, est-ce qu'il y aurait besoin de trouver une façon de les accompagner? En termes de services intégrés à court terme, faisabilité intermédiaire, on a parlé de développer un protocole de dépistage du traumatisme crânien en contexte de violence conjugale. Et pour l'adaptation des maisons, on a parlé simplement, avec faisabilité élevée, d'adapter les maisons aux besoins des femmes victimes de violences conjugales. Et déjà, on a eu beaucoup de conversations. Je peux donner un exemple pour celui-là. Si les intervenantes sont plus au courant que la femme, ben, ils savent que la femme a été frappée à la tête, qu'elle a peut-être perdu conscience, donc peut-être subi un TCC. Donc, on peut faire attention au bruit, aux lumières. On peut comprendre que la femme, c'est peut-être pas par mauvaise intention qu'elle arrive en retard. Peut-être qu'elle a une difficulté au niveau de l'organisation de son horaire. Peut-être qu'elle a des difficultés de sommeil. C'est difficile pour elle de participer à l'ensemble des activités. Donc, ce genre de sensibilisation-là qui pourrait aider les maisons. Ensuite, à moyen terme, donc les différentes actions. Pour la formation, sensibilisation, la sensibilisation du grand public, on a eu beaucoup de conversations par rapport à cette action-là. Au départ, on l'avait mis long terme. Puis là, avec la demande surtout des intervenants de première ligne qui voient beaucoup les femmes, eux nous ont vraiment demandé de le devancer un peu. Donc, on l'a devancé un peu à moyen terme. Mais ce besoin de sensibiliser le grand public sur les symptômes du TCC, et la prévalence du TCC dans un contexte de violence conjugale. Dans notre continuum d'accompagnement, donc, ce qui a été nommé, c'est l'intérêt d'intégrer une option TCC, violence conjugale, aux lignes d'écoute accueil, telles que SOS, violence conjugale. Et ensuite, pour les services intégrés, faisabilité élevée, on a parlé de suivi téléphonique pour assurer une continuité pour les services pour les femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC. Faisabilité peut-être un peu plus faible ici, collaboration vers une trajectoire de service et un protocole de référencement. Et aussi, faisabilité jugée un peu plus faible, ajout d'un volet violence conjugale au programme de prise en charge du TCC léger du Québec. Donc, il y a un nouveau protocole, un nouveau programme de prise en charge qui vient d'être publié par le ministère de la Santé. Et ce qui a été proposé, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir justement cet ajout-là de certaines particularités des femmes en violence conjugale, surtout qu'elles consultent moins, qu'il y a les enjeux de sécurité, il y a des enjeux qui vont être différents de les athlètes ou les chutes à domicile. Et aussi, on doit prendre en compte ce contexte où il n'y a pas de témoin positif qui s'inquiète pour la femme et qui veut demander des soins. Donc, voilà. Et ensuite, à plus long terme, ce qui a été nommé, c'est en termes de continuum d'accompagnement, faisabilité faible, partage d'informations respectant la confidentialité. Ici, l'enjeu qui a été soulevé, c'est entre les différents domaines, tout le monde a ses règles professionnelles.
Si on regarde, peut-être que les avocats, le réseau de la santé, le SPVM, il y a souvent des questions de qu'est-ce qu'on peut dire à qui en respectant notre déontologie professionnelle. Et donc, il y a des enjeux. Et un peu ce qui a été nommé, ça serait vraiment important qu'on trouve comment partager les informations clés en respectant nos codes de déontologie, mais en nous assurant qu'avec les informations qu'on partage, on arrive à aider les femmes. Possibilité d'accéder aux services sur la base des symptômes. Il y a un enjeu dans le réseau de la santé qui est en train, je pense, d'être travaillé là, selon les dernières conversations que j'ai eues. Mais on l'a gardé à long terme parce que ça a été nommé comme ça et évalué comme ça. Mais pour l'instant, pour avoir accès au réseau de la santé, il faut encore des diagnostics. Et vu que les femmes ne consultent pas au bon moment, tôt après avoir vécu la violence, ça fait en sorte que les diagnostics sont plus difficiles à donner et donc que l'accès aux services et au soutien est plus difficile à avoir. Donc, il y a comme une réflexion à avoir là, sur cet accès sur la base des symptômes. Développer un continuum de soins spécifique à violence conjugale et TCC. Ça existe ailleurs, au Canada, ailleurs aux États-Unis, et on pourrait s'inspirer de ce qui existe ailleurs pour voir ce qu'on pourrait développer au Québec. Et intégration des services professionnels de santé directement dans les maisons d'hébergement, c'est quelque chose qui a été nommé. Et ça, il va y avoir différents enjeux là, qu'on serait intéressé à regarder. Donc, ça, c'est la feuille de route qu'on a développée avec le financement qu'on a obtenu, qui est un financement d'une période d'1 an. Donc, on a quand même fait beaucoup de choses en peu de temps. Et suite à tout ce qu'on a appris dans ce projet-là et quelques autres projets là, pour lesquels on a réussi à avoir du financement, on a appliqué pour un autre financement qu'on a obtenu du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est un projet de recherche d'innovation sociale. Donc, l'enjeu, c'est on s'est cadré là, dans l'appel de projet pour la réduction des vulnérabilités et des inégalités sociales en santé. C'est un projet de 3 ans. Et l'objectif, c'est de mettre en œuvre un écosystème intersectoriel de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC sur le territoire du Grand Montréal. Je réalise qu'on a des participants aujourd'hui qui viennent de partout au Québec et on est super enchantés que vous soyez tous là. La raison dans ce projet-ci qu'on a proposé, où on a fait une demande de financement que pour le territoire du Grand Montréal, et là, on va considérer Laval, la Rive-Sud et les environs, là, vraiment le Grand Montréal, c'était qu'on s'est dit, c'est déjà tellement complexe. Il y a tellement de corridors de services à Montréal, il y a tellement de personnes qui offrent des différents services dans le contexte de violence conjugale et dans le réseau de la santé. On s'est dit que ça serait peut-être plus réaliste de commencer sur le territoire. Et selon ce qu'on apprendra, on pourra demander d'autres demandes de financement pour aller plus large au niveau de la province éventuellement. Les visées du projet, c'est de renforcer le soutien offert aux femmes victimes de violences conjugales à risque d'avoir subi un TCC pour améliorer leur santé physique et mentale, leur permettre de reprendre le contrôle sur leur vie et prévenir des trajectoires négatives comme des épisodes d'itinérance. J'ai un autre projet avec Laurence Roy justement sur l'itinérance et on retrouve beaucoup de femmes en situation d'itinérance qui ont vécu beaucoup de violences conjugales avec coups à la tête et perte de conscience à travers leur vie et on les retrouve là dans les hébergements en itinérance. Donc, si on peut travailler en amont et essayer d'avoir un effet là, sur la prévention et aussi travailler avec la DPJ pour voir les signalements sont importants, c'est pour protéger les enfants, mais on aimerait en venir à travailler ensemble pour mieux soutenir les mères et ainsi protéger les enfants. Donc, voici le projet qu'on amorce un peu avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va avoir une première phase en hiver, sous peu, où on est en train, dans le fond, on a déjà envoyé un questionnaire aux personnes qui se sont dites intéressées. On est prêt, on va vous donner de l'information, on souhaite continuer cette collecte de données-là.
Mais notre première étape, ce qu'on souhaite faire, c'est cartographier les services actuels. Comme j'ai dit, on a commencé quelque chose. On sait qu'il y a beaucoup d'autres services. On n'a pas encore les informations sur l'ensemble des services. Donc, on veut commencer par cartographier ces services-là. Ensuite, on veut s'asseoir ensemble, amener tout le monde autour de différentes tables pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait offrir des meilleurs services, donc co-concevoir un écosystème de soutien. Ensuite, notre idée va être de mettre en place du dépistage des TCC. Donc, il y a un outil qui a été développé spécifiquement pour des intervenants de première ligne. Ça ne donne pas un diagnostic de TCC et ça, c'est vraiment important. Je tiens à le souligner vraiment. Les seules personnes qui peuvent donner un diagnostic de TCC, c'est le corps médical et les infirmières praticiennes spécialisées et certains physiothérapeutes. Donc, on ne donnera pas de TCC, mais ce qu'on souhaite, c'est de passer un questionnaire où on va s'informer à savoir si la femme a eu des coups à la tête pour cet épisode de demande de service ou antérieurement, pour qu'on puisse justement commencer à savoir c'est quoi la prévalence au Québec et c'est quoi les symptômes, là, les besoins, etc. Donc, on va parler de dépistage et on va essayer de continuer à mettre en œuvre là, un écosystème sur une période de 18 mois. Et à la fin de tout ça, donc en 2027, on voudrait faire un forum pour justement amener ensemble tous les acteurs clés et avoir des échanges et des discussions. Donc, on a voulu avoir une présentation qui n'était pas trop longue parce qu'on souhaite vraiment donner la chance de répondre à des questions que vous pourriez avoir, des angles morts. Je vais laisser la parole à Laurence qui va vous présenter un peu les échanges qu'on souhaite avoir. Mais avant ça, on veut premièrement vraiment vous remercier. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'inscriptions à ce webinaire. On voit qu'il y a un intérêt. Et donc, merci pour votre présence. Et pour les intervenants qui travaillent dans la région du Grand Montréal, vous allez être invités à participer à ce projet qu'on vient de nommer, qui est notre écosystème. Si vous cliquez avec votre téléphone, je fais encore pas beaucoup ça là, sur le code QR, vous allez avoir accès là, à des informations. Et aussi, peu de temps là, après ce webinaire, vous allez recevoir un courriel qui va avoir des informations sur le projet et vous allez aussi retrouver dans ce courriel-là beaucoup de ressources qui existent pour on essaie de vraiment repérer ce qui existe en français et en anglais. Donc, on va vous envoyer dans le courriel plusieurs ressources que vous pourriez aller consulter pour aller chercher plus d'informations. Donc, ça serait ça. Fait que je vais laisser la parole. Je vais inviter tous les collègues à rentrer dans la salle du webinaire et je vais donner la parole à Laurence là, pour la période d'échange. Puis moi, je vais arrêter de partager l'écran pour justement là, qu'on voit tout le monde. Ah, tu veux que je remette la... OK. Ben, avant d'éteindre, je vais remettre la feuille de vote qui est en partie parce qu'on ne l'a pas. Fait que, est-ce que ça va si je commence avec le court terme, Laurence? OK. Oui, ben, merci Carolina pour la présentation. Merci Dominique. Puis j'invite les autres membres de l'équipe aussi là, à se joindre à nous pour la période de questions. Donc, en fait, un des enjeux qu'on voyait, ben, c'était de récolter vos impressions, vos réflexions sur la feuille de route qui a été développée. Il y a clairement des angles morts qui peuvent être ciblés. Donc, ce serait de partager quels sont les angles morts, quelles sont les impressions. Déjà dans le chat, là, on a parlé de la possibilité d'intégrer les centres de santé sur les communautés autochtones. Donc, effectivement, là, dans les prochaines étapes pour arrimer les services, on sait que dans les communautés, les centres de santé sont le lieu dédié. Donc, je trouve que c'est une excellente suggestion, mais on est très ouverte à avoir les différents d'autres angles morts là, qui pourraient être partagés. Je pense que les gens ne peuvent pas ouvrir leur caméra, leur micro, à ma connaissance. Non, c'est ça. La façon qu'on l'avait Ouais. pensé, c'est que ce serait des commentaires écrits qu'on pourrait répondre comme groupe, comme équipe.
Peut-être pendant que le monde pense à leurs questions, on pourrait peut-être donner la parole, voir si Marie-Marthe avait ajouté quelque chose ou Aïfa. Je suis pas capable. Je peux pas parler, Carolina. Puis moi, Mais on va donner la parole à Aïfa pendant qu'on attend que d'autres Ouais, aient d'autres questions. c'est ça. Donc, moi, je représente l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Je coordonne le volet de l'intervention, recherche et formation et on travaille depuis quelques années quand même avec Carolina. Donc, les projets sur les TCC ont commencé. Et donc, un petit mot sur l'Alliance. Donc, on est un regroupement de 38 maisons d'hébergement de deuxième étape. On est répartis sur 15 régions administratives du Québec. Puis actuellement, en fait, on a ces 5 projets-là. En tout cas, je me perds tellement qu'on en a avec l'équipe de recherche. Et à l'Alliance, on a un autre projet qui est financé par le secrétariat à la condition féminine, où aussi il y a beaucoup de croisements avec donc ce que Carolina vient de présenter. Il y a un volet de formation qui est beaucoup mis en avant aussi dans le projet. Donc, on prévoit aussi des formations pour les intervenants de la première ligne, mais aussi pour tout le personnel qui travaille en première ligne auprès des femmes. Donc, je veux dire en fait que sur la feuille de route, c'est vraiment quelque chose, puis je consolide ce qui a été dit, c'est quelque chose qui sort beaucoup dans les formations qu'on donne et les intervenantes rappellent toujours l'importance en fait de suivre ces formations. Il y a des questions, je pense, dans le chat. On demande si c'est possible d'avoir en fait l'ensemble de la feuille de route en une diapo. C'est un très bon point. Est-ce que tu l'as sous la main, Carolina? Je te donne un petit défi technique. Ouais, non. Ouais, mais si j'arrête de partager, je peux peut-être voir aller la chercher. Je vais essayer. Mais vous pouvez continuer avec vos questions. On souhaite vraiment vous entendre. Juste pour vous dire, de nous parler, c'est notre cadeau à nous. Parce qu'on a besoin de savoir, vous venez de vraiment beaucoup de différents milieux, toutes les personnes qui sont ici. Fait que si vous pouvez nous écrire vos réflexions, ce serait vraiment apprécié. Alors, on a une question. Je me demande si vous avez déjà pensé à intégrer des neuropsys pour l'aspect cognitif, psychologique, outiller les intervenants et venir faire des diagnostics différentiels, par exemple TCC léger avec chronicisation. Très bonne question. Carolina, je te passe la parole. Absolument. Puis, tu sais, je pense, ce qu'on souhaite éventuellement, c'est d'avoir toute l'équipe interdisciplinaire qui s'implique là, dans le projet. Parce que si on regarde ailleurs que dans notre équipe, c'est beaucoup de neuropsychologues qui s'impliquent. Il y a beaucoup d'orthophonistes aussi qui s'impliquent dans les projets de recherche. Les infirmières, il y a beaucoup de cliniques qui sont gérées par les infirmières. Donc, absolument. Tu sais, nous, comme j'ai dit au début, on a commencé avec quelque chose, mais l'idée, c'est vraiment d'agrandir et de trouver comment tout le monde collaborer ensemble. C'est vraiment ça l'idée. On souhaitait juste commencer avec quelque chose. Excellent. Deuxième question, est-ce qu'il y a une clinique ou des cliniques de première ligne qui seront désignées, donc on comprend pour les femmes victimes de violences conjugales ayant subi un TCC? Est-ce que vous voyez? On voit effectivement tout. peux- Est-ce que tu es capable de le mettre en diaporama? Peut-être Dès que je le mets en diaporama, ça va disparaître. D'accord, donc laisse-le comme ça. Puis je vais répéter ma question en fait. Puis merci de la précision, Dr. Daguerre. Y a-t-il une clinique ou des cliniques de première ligne qui seront désignées de façon plus générale pour les besoins de cette population? Ça, c'est une question à moi. J'ai l'impression que c'est au ministère de la Santé qu'il va falloir avoir cette conversation-là. J'ai vraiment pas ce pouvoir-là. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'émettre la recommandation, de mettre de l'avant les besoins.
dans cet écosystème-là, c'est ce qu'on souhaite faire, mais je vois pas trop l'emprise que moi j'ai pour mettre en place. Mais ça serait ce qu'on souhaiterait absolument. Et ben, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas nécessairement des services qui sont présentement disponibles. On peut s'entendre là-dessus. Donc, quelque chose qui est centralisé. Voilà. Une autre question, est-ce possible d'avoir l'outil de dépistage des symptômes du TCC dans nos milieux? OK, fait que ça, l'outil Helps, oui. On va peut-être l'inclure, l'accès à l'outil Help. C'est un outil qui est rendu disponible sur le site web d'un des organismes qui travaille beaucoup, beaucoup à sensibiliser tous les partenaires. Donc, oui, absolument, on va l'inclure dans le courriel de suivi. Et ce que je pourrais dire, par contre, dans nos premières, peut-être juste pour préparer ceux qui posent la question, ce qu'on a trouvé avec l'intégration progressive dans les maisons d'hébergement, on a réalisé que les intervenantes avaient une certaine réserve à l'utiliser, puis il a fallu beaucoup avoir des discussions, des échanges, parce que les intervenantes nous ont dit qu'ils s'inquiétaient d'ajouter une chose de plus aux femmes si ça n'est pas suivi d'un certain suivi pour justement dédramatiser, un peu comme on fait pour tous les TCC légers, faire de l'enseignement, de l'accompagnement, faire un suivi des symptômes. Fait que si les femmes n'y ont pas accès, on est sensible au fait, à ce que les intervenantes de l'Alliance nous ont dit. Réfléchissons à pas juste faire un dépistage et rien, pour pas que les femmes commencent à avoir une crainte supplémentaire. Je vais peut-être arrêter le partage. Je pense que ça a été peut-être assez long. Fait que c'est ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant et c'est sur quoi on travaille justement avec l'Alliance de voir un protocole post-dépistage qui se passe pour l'instant directement dans les maisons d'hébergement. Donc, on a un autre projet financé sur lequel on travaille sur cet aspect-là là, pour répondre justement aux besoins qui nous ont été nommés par les intervenantes de l'Alliance. Mais je pense que ça illustre bien aussi les interrelations entre les différentes composantes de la feuille de route, là. Il ne faut pas les voir nécessairement comme des actions individuelles, mais de les voir comme un continuum. Mon petit commentaire. Une autre question, à l'hôpital, à JR, à l'hôpital juif de réadaptation, je pense. Nous avons des chercheurs du CRIR qui collaborent avec nos professionnels. Est-ce qu'un projet de recherche concret pourrait être mis sur pied si des professionnels étaient intéressés pour libérer plus de temps pour travailler sur la question et les partenariats à développer? Contactez-nous, dit Carolina. Ouais, ça, c'est le genre de question qu'on adore. Tu sais, ce qu'on souhaite, c'est pas. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on travaille tout le monde ensemble. On parle d'un écosystème. Notre souhait, ce serait pas qu'il y ait tous des mini-projets qui partent partout. Et ça, je dirais que c'est même une vision nord-américaine. Je vais aller aussi loin que ça. Toutes mes collègues en Ontario, en Colombie-Britannique, même aux États-Unis, on a eu un congrès à Montréal la semaine passée, on s'est tous dit, on a trop de retard par rapport au TCC léger dans le domaine du sport et autres, que si on veut avoir la chance de se rattraper et de commencer à offrir des services, on a vraiment besoin de s'unir, unir nos forces, unir nos efforts. Donc, ce que moi j'ai le goût de dire, c'est communiquer avec moi et on va regarder justement comment travailler ensemble. Parce que c'est vraiment ce qu'on pense qui va nous aider à. J'ai décrit ça à mes collègues. Je dis, tu sais, c'est comme quand tu joues au golf. Je suis pas une joueuse de golf, là, mais je sais que c'est un peu ça. Est-ce que tu joues la balle la plus faible ou est-ce que tu joues la meilleure balle? Nous, ce qu'on souhaite, c'est jouer la meilleure balle. Fait que s'il y a quelqu'un qui est plus avancé dans les connaissances, on va amener tout le groupe vers la balle qui est le plus loin et on avance de là plutôt que d'attendre que tout le monde dans les balles qui ont lancé moins loin, qui se rendent au reste. Fait que je pense que c'est un peu l'analogie qu'on aimerait proposer et c'est vraiment pas juste au Québec. Je pense que c'est vraiment
tous mes collègues aussi là, qui travaillent en violence conjugale, puis on va tous s'entraider. Il y a une équipe qui a eu un gros financement en Colombie-Britannique de euh, Public Health Canada, j'oublie le nom, Santé publique du Canada, je devine. Ils ont eu 1,7 million pour travailler, entre autres, sur de la formation sur TCC, violence conjugale. Et ça va être bilingue, on va le travailler ensemble. Donc, il y a beaucoup de monde qui se mobilise autour de la question. Et ce qu'on veut faire, c'est justement travailler ensemble. Bah, prochaine question. Est-ce que les femmes incarcérées pourraient avoir accès à ces services? Laurence, tu veux-tu y aller? C'est dans nos intérêts certainement. Il y a plusieurs liens entre différents projets, entre autres les projets sur itinérance et traumatisme crânien. On sait que la sortie carcérale, c'est souvent un point de fragilisation pour les femmes. Je pense qu'il y a plusieurs partenaires, là, dont la Société Elizabeth Fry, qui pourraient être impliqués, qui travaillent déjà auprès des femmes. Quand on parle de formation, je pense qu'on faut rester à l'affût aussi de ces différents milieux-là. Donc oui, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, mais aussi d'autres milieux communautaires qui ne sont pas toujours sur notre radar, mais qui sont susceptibles d'accueillir ces femmes-là. Marie-Marthe, je vois ton intérêt à prendre la parole. Ah, boy, si je suis capable. Mais je voulais juste dire que c'est justement ce que Carolina soulignait, tu sais, si vous avez des intérêts, ben, de concentrer les intérêts puis d'essayer, tu sais, on veut se faire un mapping aussi de la recherche de tout ce de tout ce qui entoure la question pour que, un petit peu comme Carolina dise, là, qu'on ne refasse pas la roue à chaque fois, qu'on se développe un langage puis une façon de concevoir les choses de façon commune puis qu'on puisse travailler ensemble. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle d'un écosystème. Fait que c'est certain qu'on est intéressé à connaître tous les besoins en recherche comme en formation, comme en intervention. Puis, Merci. ben, je peux peut-être ajouter que ce qui explique peut-être un peu ma présence dans ce projet-là, toute la question socio-judiciaire est importante pour nous aussi parce que depuis le début de ce projet-là, on comprend les liens qui existent aussi entre le parcours judiciaire d'une femme et les effets, par exemple, d'un TCC. Donc, donc tout ça est interrelié. C'est pour ça qu'on ne veut pas échapper aucun morceau et que tout le monde soit présent dans ces différents projets. Merci beaucoup. Des très bons points. Une question. J'ai plusieurs femmes avec HELPS positif, donc l'outil de dépistage du TCC positif, mais l'événement date de plus que 18 mois. Donc, pas éligible à l'IRGLM ou centre de réadaptation Lethbridge, il y a un point d'interrogation. C'est donc difficile de savoir où les envoyer. De plus, leur adresse change souvent, déménagement de séjour, court séjour en hébergement. Ça devient très difficile de rentrer dans les services CLSC qui ont déjà de très longues listes d'attente. Oui, merci de le nommer parce que je pense qu'on doit continuer de le nommer. Tout ce qui est chronique est problématique. TCC, pas juste en violence conjugale. Peut-être l'enjeu un peu particulier de violence conjugale, c'est que justement, vu que la demande de service n'est pas là au début, pour plusieurs, on parlait de 21% qui demandent des services. Donc, et peut-être qu'on peut imaginer qu'on aurait peut-être encore plus de femmes que dans un long moment post-accident, tout d'un coup réalisent que c'est peut-être qu'il leur reste des séquelles et il y a des besoins. Fait que tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que non, je ne peux pas vous dire aller à telle place parce que je ne sais pas. On va ouvrir les conversations, on va essayer de réfléchir et voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais non, on n'a pas de réponse encore, mais on est très conscient du besoin et de la problématique. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense qu'on doit continuer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Il nous reste 4 minutes. Y a-t-il une collaboration avec des organisations trans et travailleurs du sexe compte tenu des taux élevés de violence, on comprend, chez cette population? Ce que je peux dire, c'est justement, j'ai été dans un podcast au Congrès international sur le TCC à Montréal la semaine passée et il y a eu une présentation spécifiquement sur ça. Et oui, les prévalences, le taux de prévalence est très élevé. Euh, pour l'instant, je dirais qu'on est encore, en tout cas moi personnellement, c'était
Et je pense que toutes mes collègues, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui présentait sur le TCC chez cette population-là. Donc, on est encore à l'étape de sensibilisation, de réflexion, de voir, OK, c'est présent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut nommer toutes ces choses-là, prendre le temps de le nommer, se sensibiliser et ensemble. Moi, je vais parler beaucoup, beaucoup dans ce projet-ci, puis c'est ce que j'ai répondu dans le podcast la semaine passée. On va parler beaucoup d'intelligence collective. Il n'y a personne, il n'y a pas une seule personne qui a toutes les réponses à toutes les questions dans les enjeux que vivent ces femmes et tous les différents contextes dans lesquels ils peuvent vivre. Puis je pense que la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est l'intelligence collective. Et je pense que c'est ce que notre équipe illustre. Tu sais, d'avoir du monde, une avocate, une criminologue, les maisons d'hébergement, Laurence qui est experte en la vulnérabilité sociale et moi en TCC. Ce qu'on souhaite faire et toute notre comité d'orientation qui représente beaucoup, beaucoup de partenaires et qu'on va continuer à grandir, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on se parle, qu'on nomme les choses et qu'on le réfléchisse ensemble. Excellent. Ben, je pense que ça conclut le temps qu'on avait. Euh, Voilà. Ben, je tiens à remercier Carolina, Dominique, les présentatrices qui ont réussi surtout à synthétiser un très gros projet qui se passe depuis plusieurs mois en moins de 40 minutes, 38 minutes très exactement, donc bravo. J'espère que ça a donné le goût aux personnes présentes de nous contacter. Je vois des commentaires qui continuent dans la barre de conversation. Nous contacter. Vous avez des angles morts, vous aimeriez travailler avec nous, c'est l'occasion de prendre contact. Et nous, on va certainement prendre contact avec vous pour la suite. On vous demande de prendre quelques minutes avant de quitter ou après votre départ. Là, on sait que les minutes sont comptées pour remplir le sondage de satisfaction. On lit attentivement les réponses, puis ça nous permet et ça permet à l'IURDPM de bonifier les webinaires dans le futur. Donc, merci encore à tout le monde et une bonne fin de journée.